Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Le 20 janvier, la présidence Trump sera terminée et le monde lâche un soupir de soulagement, bien que la suite ressemble à trop d'égards à une continuation de la même chose. L'élection de Donald Trump en 2016 a montré que l'ancienne façon de faire les choses était terminée. Les arrangements de la société civile ne serviraient plus à régler les problèmes de quelque nature que ce soit. Les 4 années qui ont suivi l'ont prouvé de façon éclatante. C'est ce qui définit le présent, qu'on le veuille ou non. Le siège militaire de Washington pendant les 30 prochains jours, avec ses clôtures de 7 pieds surmontées de barbelés à lames et la fermeture des lieux publics et des transports, sont une indication des plans que le gouvernement a en réserve face à la résistance du peuple. Le Joint Intelligence Bulletin, publié par le département de la sécurité intérieure, le FBI et le National Counterterrorism Center, est une autre indication que les pouvoirs de police maniés par l'exécutif vont être accrus sous Biden. Il identifie ceux qu'il qualifie d'extrémistes violents antigouvernementaux et anti-autorités et d'extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique, au même titre que les milices, et affirme qu'ils représentent le plus grand danger intérieur. Puisque la lutte du peuple américain pour l'égalité et la justice et pour l'affirmation de son droit de décider de ses affaires, y compris par rapport à la COVID-19 et le droit à des services de santé, au logement et à un moyen de subsistance, se poursuivra à coup sûr et que le gouvernement se donne l'autorité de décider qui est et qui n'est pas un extrémiste, la probabilité d'une répression accrue contre le peuple est évidente. Dans un monde néolibéral où les cartels et les coalitions composées d'oligopoles se sont directement emparés des pouvoirs de l'État aux États-Unis et dans d'autres pays capitalistes, les cercles dirigeants ne peuvent plus soutenir un processus politique. Donald Trump s'est positionné pour dépasser les limites de la Constitution et a présidé à la consolidation d'un État de pouvoir policier, développé également sous Obama, notamment avec les drones et les déportations massives. À ce stade, le pouvoir policier ne se préoccupe plus de la légitimité. Il foule aux pieds les anciennes formes qui permettaient à l'État de revendiquer la légitimité par le biais d'élections. Il considère qu'elles ne sont plus nécessaires. De même, il ne reconnaît plus la valeur d'une société civile qui fait pression sur le gouvernement et insiste plutôt sur la nécessité de préserver la sécurité de ce qu'il appelle l'ordre constitutionnel. Sur le plan international, la présidence Trump et l'armée qui l'a soutenue étaient opposées à l'édification nationale en tant qu'activité de l'armée. Toutes les règles de conduite dans les relations internationales établies jusqu'alors ont été anéanties, ce qui a ébranlé toutes les relations et institutions bilatérales et multilatérales, non seulement les relations avec les alliés les plus proches des États-Unis et les Nations unies et les agences de l'ONU, mais aussi l'OTAN, l'alliance militaire agressive dirigée par les États-Unis. La rivalité et la collusion de tous les rivaux ont eu pour thème que le président est dans le jeu. L'art du marché de Donald Trump peut être assimilé à l'oligopole où tout est exploité pour l'avantage. Sa politique étrangère n'a pas positionné les États-Unis pour ou contre la Russie ou la Chine. Elle a cherché à les monter l'une contre l'autre pour chercher l'avantage dans la collusion et la rivalité. Dès l'élection de Donald Trump, la position générale du corps politique des États-Unis et de la plupart des pays du monde a été caractérisée par la répulsion et le dégoût. Les médias monopolisés ont cherché à diviser le corps politique en blâmant le peuple pour l'élection d'un homme raciste, anti-immigrant et misogyne. La vieille garde s'est présentée comme n'étant pas raciste, comme étant la championne des droits civils, évidemment si l'on fait abstraction des pouvoirs de police dont elle disposait. Tout cela a été fait pour détourner l'attention du caractère intrinsèquement raciste de l'État américain qui déploie les forces policières et autres pour sévir et commettre des crimes contre les vies de Noirs, les vies des migrants,
les vies de travailleurs et les vies autochtones et qui commet des crimes de guerre. Reconnaissons le grand mérite des travailleurs des États-Unis qui ont mené un combat vigoureux pour la démocratie, non seulement en se distanciant de ce qui est fait en leur nom, mais en exigeant l'égalité et la fin de l'impunité policière, de l'injustice et des atteintes à la personne humaine. Non seulement la bataille pour la démocratie aux États-Unis se poursuivra-t-elle contre l'utilisation des pouvoirs de la police et le remplacement de l'État de droit par un État policier, mais la bataille de la démocratie reste à compléter et doit avancer. Elle exige la politique d'investir le peuple du pouvoir de décider, un processus politique qui prévoit l'élimination de la condition d'esclave, du privilège et de la domination des quelques-uns sur la masse. L'insurrection et l'État administratif. Pourquoi le Congrès a-t-il si rapidement entrepris de destituer Donald Trump sur la base de l'accusation d'incitation à l'insurrection? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'administration Biden et les mouvements du peuple pour les droits? Une partie du problème auquel sont confrontés les cercles dirigeants est que les arrangements politiques existants ne peuvent pas résoudre les revendications du peuple en matière d'égalité et de responsabilité. Ce mouvement du peuple était évident dans de nombreuses actions en 2020 et depuis, non seulement en termes de lutte contre la brutalité et les morts aux mains de la police à motivation raciste, mais aussi des luttes des infirmières, des employés d'entrepôts et autres travailleurs de première ligne qui exigeaient des protections contre la COVID-19 et des soins de santé gratuits pour tous. Cela se voit également dans les demandes de sécurité du revenu tout au long de la crise de la COVID-19, dans l'opposition aux évictions et plus. Les conflits qui se multiplient au sein du Congrès et entre le Congrès, la présidence, l'armée et les agences policières montrent également que les cercles dirigeants ne peuvent pas non plus résoudre les conflits entre ces factions qui rivalisent pour le pouvoir. La rapidité avec laquelle le Congrès a choisi de porter l'accusation d'incitation à l'insurrection est significative, tout comme sa répétition par les médias. Tout va dans cette même direction. En même temps, ce processus est distinct de celui qui a lieu sous les auspices du département de la justice, qui fait partie de l'exécutif. Le département de la justice ne porte pas d'accusation d'insurrection contre les individus, ni même d'émeute. Jusqu'à présent, les individus sont principalement accusés d'entrée violente et de conduite désordonnée. L'accusation portée contre Donald Trump d'incitation à l'insurrection utilise un libellé du 14e amendement de la Constitution américaine, même si l'argument constitutionnel de ce qu'est l'insurrection est donné à l'article 1 concernant les pouvoirs du Congrès. Ces pouvoirs sont spécifiquement définis à l'article 1 et incluent le pouvoir de déclarer la guerre, de prélever des impôts, etc. C'est là qu'il est dit « Le Congrès aura le pouvoir de pourvoir à la mobilisation de la milice pour assurer l'exécution des lois de l'Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions. » La Chambre n'utilise pas l'article 1, mais plutôt le 14e amendement, qui date de l'époque de la guerre civile. Contrairement à l'article 1, le 14e amendement parle d'émettre des personnes de leurs fonctions et de les empêcher d'exercer leurs fonctions à l'avenir. Il est à noter que la Chambre n'invoque pas la défense constitutionnelle de la République,
mais plutôt les sanctions pouvant être infligées aux représentants officiels accusés d'incitation à l'insurrection. La destitution est une action du Congrès contre la présidence. Le Congrès et la présidence se disputent un pouvoir accru. Cela se produit dans des conditions où l'exécutif a usurpé et concentré des pouvoirs bien plus importants au sein de la présidence que dans toute autre branche du gouvernement. Il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs et la destitution ne changera pas cette réalité. Suite aux événements au Capitole à Washington, le comité judiciaire de la Chambre a rapidement rédigé un document de 70 pages dans lequel sont présentés les arguments pourquoi Trump devrait être destitué. Le document présente deux arguments principaux. 1. La sauvegarde de la nation entre les élections. 2. La nécessité de préserver la sécurité de l'ordre constitutionnel. Ce deuxième argument est celui sur lequel le comité judiciaire s'appuie. La préservation de l'ordre constitutionnel n'est pas un argument nouveau, mais il est fondamental et revient à différentes occasions. Des politicologues, des groupes de réflexion, des universitaires et des décideurs politiques de premier plan développent tous cet argument, soulignant la nécessité de défendre ce qu'on appelle l'État administratif. Ce sont toutes les bureaucraties, les forces armées, les agences de police et de réglementation impliquées dans le maintien de l'État et la préservation de l'ordre constitutionnel. Cet État administratif persiste d'un président à l'autre. Historiquement, surtout lorsqu'il s'agit du pouvoir exécutif, l'insurrection a posé un problème pour un ordre constitutionnel. La conception du pouvoir exécutif impliquait un mélange de sécurité extérieure et intérieure, et un conflit entre la moralité et la sécurité. Ce que l'on voit souvent aujourd'hui dans les débats sur la sécurité par rapport aux droits civils. De nombreux écrits de la période de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours évoquent ces difficultés. L'un, par exemple, en 1946, s'appelait « Guerre totale et la Constitution » de Samuel Corwin, traitant des implications constitutionnelles de l'expérience des États-Unis en temps de guerre. Corwin montre comment le pouvoir du président s'est développé aux dépens des autres branches du gouvernement. Il pose la question en termes d'agence de réglementation de l'État administratif. Il demande « Jusqu'où pouvons-nous continuer à progresser dans le sens de conférer aux responsables administratifs un pouvoir discrétionnaire qui échappe de plus en plus à l'examen sur la vie et les activités des hommes sans finalement atteindre un état d'absolutisme qui ne peut plus être qualifié de démocratie libérale. Il faut tenir compte du fait que les bureaucraties sont maintenant beaucoup plus importantes que lorsque Corwin écrivait et se comptent par des centaines de milliers. Corwin était l'un des professeurs formés pour faire partie de la bureaucratie en expansion, qui prenait des formes institutionnelles. Il s'agit notamment des groupes de réflexion comme la Research and Development Corporation, le RAND, et le Council on Foreign Relations, le CFR. Deux endroits où les dirigeants se réunissent aujourd'hui pour élaborer des politiques et comment préserver l'État dans des conditions de grands conflits entre eux et en relation avec les pouvoirs à l'étranger. Le RAND est un groupe de réflexion sur les politiques mondiales créé en 1948 par l'entreprise Douglas Aircraft pour offrir de la recherche et des analyses aux forces armées américaines. Ces groupes de réflexion sont financés par le gouvernement américain et des dotations privées, des entreprises, des universités et des particuliers. Ils reçoivent des fonds
publiques pour planifier des stratégies nucléaires, faire face aux soulèvements urbains, etc. Les arguments avancés proviennent des institutions. Ce ne sont pas des idées dans la tête de quelqu'un, ce ne sont pas des croyances qui n'ont pas une base. Les groupes de réflexion et les institutions gouvernementales ont leurs propres publications, des liens avec les universités, des liens avec l'industrie, avec le gouvernement, etc. Il y a une matérialité à la culture. L'État administratif est institutionnalisé et a un poids énorme. Une partie de la difficulté que Biden devra affronter est de savoir comment unir ses forces rivales. Une grande partie de ce qui est fait en ce qui concerne l'immigration et les questions frontalières, y compris en ce qui concerne le commerce, ainsi que pour l'environnement et le financement, comme la Réserve fédérale, se fait par le biais de réglementations et d'énoncés politiques de ces bureaucraties institutionnalisées. Préserver l'ordre constitutionnel contre le communisme. La période appelée guerre froide a été importante dans la mesure où elle a donné des arguments anticommunistes pour la préservation de l'ordre constitutionnel, qui est fondamentalement une conception anticommuniste. Il s'agit d'une question fondamentale à laquelle nous sommes encore confrontés, qui avait une forme institutionnelle. La question est celle-ci. Comment le monde est-il passé d'une guerre antifasciste, d'un front uni antifasciste et des institutions qui en sont issues, comme l'ONU, la décolonisation et la dénazification, à un front anticommuniste immédiatement à la fin des années 1940? Ce front anticommuniste a pris une forme institutionnelle. Et maintenant, quand on entend dire qu'il faut préserver l'ordre constitutionnel, comme le prétend le comité judiciaire, les mêmes arguments sont donnés depuis la transformation d'un front uni antifasciste en un front anticommuniste, organisé à partir des États-Unis, en faisant appel à une alliance anglo-américaine. Il s'agissait des soi-disant peuples anglophones auxquels Winston Churchill faisait référence dans son discours sur le rideau de fer, prononcé le 5 mars 1946 à Fulton, Missouri. Cela ressort quand quelqu'un doit immédiatement publier un document de 70 pages et l'organiser sous le titre « Préservation de l'ordre constitutionnel ». Il y a une base institutionnelle à ce qui se passe. Ce n'est pas une lutte entre fascistes et néolibéraux. Il peut y avoir de telles luttes lorsqu'il s'agit de fixer des énoncés de politique, mais pas lorsqu'il s'agit du principal enjeu dont il est question ici. Il s'agit de préserver l'ordre constitutionnel contre le communisme. À bien des égards, on peut dire que James Madison, un des principaux auteurs de la Constitution, donne l'argument anticommuniste original. Il dit que la faction des sans-propriété doit être maintenue sous contrôle et hors du pouvoir. Madison propose l'argument que la tyrannie des despotes se transforme en une tyrannie de la majorité, des sans-propriété, laquelle transformation il faut empêcher. Cet anticommunisme est fondamental pour les arguments actuellement avancés sur la destitution, l'insurrection et la Constitution elle-même. La destitution et la préservation de l'ordre constitutionnel ne s'inscrivent pas seulement dans l'effort pour régler les conflits au sein de la classe dirigeante, elles visent surtout à écarter le peuple qui, depuis mars, a passé tout l'été et l'automne à trouver des moyens de faire connaître ses revendications d'égalité sociale et politique. En outre,
Les travailleurs ont présenté leurs revendications sur la sécurité d'emploi et les soins de santé et ont appelé à un transfert pacifique du pouvoir, un appel non partisan à environ 600 000 personnes à déclencher une grève générale le 20 janvier si Trump appelait l'armée à sa défense. Les revendications du peuple ne proviennent pas d'une défense de l'ordre constitutionnel, mais des droits qui appartiennent au peuple. Les revendications ont leur origine dans la qualité d'être humain, celle d'exiger les droits humains, l'égalité et la responsabilité. Le conflit entre les deux conceptions est bien réel. Biden et les démocrates s'efforcent désespérément de bloquer les revendications d'égalité et de droit de ramener les jeunes et les travailleurs dans le giron de cet ordre constitutionnel dysfonctionnel qui a montré qu'il ne pouvait pas assurer l'égalité. Il n'y a aucun doute que le mouvement pour l'égalité pour investir le peuple du pouvoir et pour des arrangements de gouvernance qui les garantissent va s'intensifier durant l'administration Biden. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droits et abus éducatifs. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.